Alors, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour comprendre ensemble la philosophie de Hegel, un grand philosophe allemand du 19e, sur le travail. Vous allez avoir besoin, comme d'habitude, de votre cahier pour prendre des notes au fur et à mesure. Alors, le résumé de sa thèse s'affiche à l'écran déjà. C'est l'idée que le travail permet à l'homme de s'accomplir. Donc, c'est un auteur très utile pour toutes les parties de dissertation où vous aurez besoin de faire un peu un éloge du travail. C'est même un auteur qui va vous permettre de faire une partie entière. Je veux dire que vous pouvez l'utiliser 3 fois de suite dans 3 sous-parties, par exemple, si c'est nécessaire. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il dit ça. Donc, pourquoi le travail permet l'accomplissement de soi, qui est donc un des piliers du bonheur. Alors, pour ça, il y a 3 justifications qui tournent toutes autour de la même idée, qui est en fait un bonus bac, qui est que tout travail est un travail sur soi. Qu'en fait, en travaillant la matière, on travaille aussi sur nous-mêmes, et donc c'est pour ça que ça permet l'accomplissement de soi. Alors, la première chose, qui est une idée toute simple, c'est que pour travailler, il faut maîtriser un certain nombre de techniques, qui est aussi une notion du programme. Donc on peut tout à fait avoir des sujets qui invitent à lier le travail et la technique. Une technique, par définition, c'est quoi? C'est une connaissance qui est mise en pratique, un savoir-faire. Et donc, en travaillant, on va développer à la fois nos connaissances et notre capacité de mise en pratique. Tout ça va être guidé par la raison, donc cette capacité à réfléchir qu'ont normalement les êtres humains, euh, voilà, va être développée par le travail. On retrouve ici un bonus bac assez classique, à savoir, il y a du bonheur à actualiser ses capacités en puissance. Je rappelle que en puissance, ça veut dire, c'est un des repères du programme, ça veut dire une capacité qui est en puissance, c'est une capacité qui est comme cachée, c'est un pur potentiel. Voilà. Puissance et potentiel, c'est la même racine étymologiquement. Et actualiser, c'est le contraire de en puissance, c'est en acte. Actualiser, c'est donc révéler ces capacités-là. Donc, en travaillant, on va travailler sur nous-mêmes et on va donc développer nos connaissances et la mise en pratique. Bref, on va développer des techniques. Deuxième point, qui est un point très important en fait dans la pensée de Hegel, c'est qu'en travaillant, on va aussi développer la conscience de soi par le biais de la fierté. En fait, un enfant qui a fait un magnifique dessin, il a développé sa technique, etc. Et puis ensuite, il va regarder son dessin. Et en regardant son dessin, il va être fier de lui. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est en regardant son dessin qu'il se dit « Ah ouais, c'est moi qui l'ai fait, j'en ai été capable ». Donc en fait, son œuvre est comme un miroir qui va l'aider à prendre conscience de lui-même. Alors, on a d'autres miroirs dans la vie, mais le travail, enfin les œuvres qu'on a produites, fonctionnent comme des miroirs qui aident à prendre conscience de notre valeur, de nos capacités. Donc on a ici le développement de la conscience de soi, en fait. Alors je voudrais faire remarquer qu'il y a 2 conditions qui vont favoriser cette conscience de soi. Elle n'est pas impossible, d'ailleurs c'est un exemple que prend Hegel, un enfant qui apprend à faire des ricochets, bon, dans l'eau, donc son caillou rebondit et il est trop fier. Voilà, son œuvre est comme un miroir. Mais c'est pas une œuvre qui est très durable. Donc il va avoir un peu de fierté, ça va développer la conscience de soi, mais une œuvre qui est plus durable favorise de façon plus complète la conscience de soi et la fierté. Quelqu'un qui construit un pont va pouvoir être bien plus fier de lui-même que quelqu'un qui a juste construit un trou, fait un trou qui va être rebouché dans l'œuvre. D'accord. Donc voilà, plus l'œuvre est durable, plus ça va favoriser la conscience de soi. Il y a une autre chose qui favorise la conscience de soi, c'est la reconnaissance des autres. Si la maman dit au petit garçon « Waouh, dis donc, t'as réussi à faire des ricochets dans l'eau, etc. » ou « Ton dessin est magnifique » et qu'elle le colle sur le frigo en disant « Waouh, on va en profiter tous les jours », la reconnaissance des autres va vraiment favoriser la fierté. Donc ça peut être la maman, ou dans le cas de j'ai construit un pont, ça va être le chef qui va nous féliciter, etc. Donc la reconnaissance des autres va développer la conscience de soi. Dernier point, parce que finalement jusqu'ici on est sur des choses très proches de ce que dit Bergson sur la joie et l'accomplissement de soi, pour ceux qui connaissent, voilà, ou se souviennent. Là, on va voir un point qui est vraiment tout à fait propre à Hegel. C'est l'idée du développement de la maîtrise de nos désirs par le travail, et donc de la liberté intérieure, puis extérieure. Alors,
pour nous faire comprendre ça, Hegel nous raconte une petite histoire qui est restée célèbre sous le nom de la dialectique du maître et de l'esclave. Alors, je vais l'illustrer par des petits schémas. Si vous savez dessiner, bah, allez-y. Sinon, il va falloir le résumer par des petits mots dans votre cahier, en sachant que de toute façon, en dissertation, pas le droit de faire des schémas, donc de toute façon, il va falloir transformer cette histoire en petits mots. Alors, pourquoi ça s'appelle une dialectique ? Pour faire très très simple, vous, ce que vous connaissez de la dialectique, c'est le plan dialectique en 3 parties. Hegel est un grand fan du plan dialectique, au sens où même toute son œuvre est construite en fait de façon dialectique, avec 3 parties, 3 sous-parties, 3 sous-parties, etc. Et donc là, cette histoire comporte 3 parties. Alors, chapitre 1, acte 1, comme vous voulez, grand 1. Nous avons 2 bonhommes. L'histoire ne dit pas pourquoi, mais voilà, ils se rencontrent sur un chemin dans la forêt et ils se battent. Et c'est vraiment un combat à mort. On ne sait pas pourquoi ils se battent, mais ils se battent. Ils sont très semblables, mais il y a une différence entre deux. C'est que le premier préfère la vie à la liberté. Ça veut dire qu'il préfère devenir esclave plutôt que de mourir, parce qu'il tient trop à la vie. Le second, c'est l'inverse. Il préfère la liberté à la vie. Autrement dit, il va préférer mourir plutôt que d'être esclave, parce qu'il tient trop à la liberté. C'est vraiment un conflit de valeurs ici qui est quasiment irréconciliable. Ces 2 principes sont presque des axiomes en quelque sorte. C'est très difficile de savoir qui a raison dans l'histoire. En tout cas, c'est celui qui préfère la liberté à la vie qui gagne le combat. Ils se battent à mort et donc arrive le moment où celui qui est à droite là, je l'ai pas dessiné avec une épée, mais on s'alliait, met son épée sur la gorge de l'autre. On peut peut-être se dire que, comme il préfère la liberté à la vie, il a pas peur de mourir, et donc peut-être qu'il a pris plus de risques que l'autre. Vous imaginez ce que vous voulez, l'histoire ne le dit pas. Là, grand 2, en fait, il a gagné, et celui qui se retrouve avec le couteau sous la gorge, il a peur de mourir, et donc il va se mettre à supplier l'autre en lui disant « Mais s'il te plaît, ne me tue pas, je ferai tout ce que tu voudras, je deviendrai ton esclave. » C'est pour ça que je l'ai représenté ici avec un boulet. Donc on a tout un temps où lui est devenu le maître, et lui est devenu l'esclave, et celui-ci travaille pour l'autre. Sauf que, et c'est là où ça devient intéressant, il y a un renversement dialectique. À force de travailler, l'esclave va développer de nouvelles techniques, et 2, la conscience de soi. Donc, il va se renforcer, en fait. Donc, ça va être dur, mais il va être fier. Il va apprendre un 3e point, c'est qu'il va développer la maîtrise de ses désirs. Lui, de toute façon, il ne peut pas accomplir ses désirs, il est au service de son maître. Donc lui, il renforce ces 3 points-là, en fait. Alors que de l'autre côté, le maître, qui était le plus fort, va devenir esclave de ses propres désirs. Puisque dès qu'il claque des doigts, hop, son esclave arrive. Donc il n'apprend absolument pas la maîtrise de ses désirs. Et donc, en devenant esclave de ses désirs, il va devenir l'esclave de l'esclave. Et oui, le maître devient l'esclave de l'esclave. Ça, c'est une phrase à noter absolument dans votre cahier, même si vous faites des schémas, dans le grand 3. Parce qu'il devient dépendant de lui. Pendant que son esclave se renforce ses techniques, renforce sa confiance de soi, renforce la maîtrise de ses désirs, le maître, lui, se ramollit, en fait. C'est pour ça que je l'ai représenté ici en train de supplier son esclave. « S'il te plaît, donne-moi à manger », en fait. Il devient un genre de mendiant, alors que, théoriquement, c'est lui le maître. Et ça vous aide peut-être à comprendre pourquoi j'ai dit que l'esclave va développer la maîtrise de ses désirs, donc sa liberté intérieure, mais aussi extérieure, parce que du coup, il va créer un rapport de force, il peut, en tout cas s'il veut, créer un rapport de force avec le maître, en disant, alors oui, je vais t'apporter à manger, mais seulement si... Voilà. Et c'est là qu'il va pouvoir acquérir non seulement de la liberté intérieure, mais aussi de la liberté extérieure. Voilà donc les 3 raisons pour lesquelles Hegel pense que le travail permet l'accomplissement de soi,
Si ça vous aide à retenir, vous pouvez surligner un mot-clé à chaque fois. Le premier, ce serait la raison, le deuxième, ce serait la conscience, et le troisième, ça serait la liberté. Ça peut vous aider à les retrouver, ces 3 raisons, parce qu'en fait, on retrouve ici les 3 facultés supérieures de l'esprit, pas dans l'ordre, mais néanmoins c'est ça. Donc voilà, la raison, l'intelligence pour les techniques, la conscience de soi par le biais de la fierté, et puis la volonté, la liberté par le biais de la maîtrise des désirs.